Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre focus. L'histoire a longtemps été confinée aux livres, aux salles de classe aussi, mais elle vit aujourd'hui une véritable révolution numérique. Vous allez le voir sur YouTube, sur Twitch aussi, d'autres plateformes bien sûr. Une nouvelle génération de vulgarisateurs redonne vie à celles et ceux qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Et parmi eux, un visage bien connu sans doute de vos enfants, celui de Rivenzi. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Arwa Chaouki. Bonjour Arwa. Bonjour. Très contente de vous retrouver aussi. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de finances responsables. Aïe aïe aïe, bon on voit ça avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour et Dieu sait qu'il est important. Les outils numériques ont envahi nos vies, ça vous le savez, mais en France, les entreprises du marché tech qui développent ces innovations pédagogiques peinent à s'imposer à grande échelle. On en parle régulièrement dans cette émission. Trop fragmenté, parfois trop dépendant des financements publics, pas assez soutenu par l'éducation nationale, le secteur fait face à de nombreux obstacles, mais vous allez voir, il y a aussi des solutions et on va être optimiste aujourd'hui. On va en parler avec notre invitée Violette Nemessani. Bonjour Violette. Bonjour Philippine. Très contente de vous recevoir sur le plateau. De mais je vous en prie. Vous êtes directrice des projets de l'Association nationale de la recherche et de la technologie et vous avez notamment écrit dans le cadre de cette association le passage à l'échelle des entreprises tech. Quelles conditions de réussite? Sacrée question. On va se la poser ensemble dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, avec autant d'humour que de sérieux, vous allez le voir, il représente une nouvelle génération de vulgarisateurs historiques. Sur Twitch et YouTube, ce jeune breton, et oui c'est important, partage sa passion au plus grand nombre à travers des documentaires captivants. Et du haut de ses 29 ans seulement, Rivenzi nous emmène sur les pas de ceux qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Et c'est aujourd'hui Dylan Kohler qui nous en parle. Dans l'univers foisonnant de la vulgarisation historique, Rivenzi a son mot à dire. Ce breton de 29 ans s'est donné pour mission de partager l'histoire avec un grand H, captivant des milliers de spectateurs sur Twitch et YouTube. De son vrai nom Théo Runbo, il fait de sa passion un véritable métier. Armé d'un humour bien trempé et d'une rigueur d'historien, il plonge son audience dans les méandres du passé. Son terrain de jeu favori? Les jeux vidéo historiques qu'il utilise comme port d'entrée vers des récits captivants. Depuis plus d'un an, une grande partie de son travail est consacrée à la réalisation de documentaires historiques, accompagnés du regard expert de spécialistes universitaires. Un parcours admirable pour le jeune étudiant en histoire et histoire de l'art qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me suis levé tôt, très tôt, pour aller sur l'un des lieux historiques les plus connus au monde, pour suivre le destin de ceux qui se sont échoués ici. Bienvenue en Normandie. Ici, il y a 79 ans jour pour jour, 34 000 soldats américains débarquèrent à partir de 6h30 du matin et donnèrent le coup d'envoi du débarquement amphibie le plus ambitieux de l'histoire. Répartis sur 5 plages entre la Manche et le Calvados. 5 plages, dont une restera tristement célèbre. Sur Twitch, Rivenzi rassemble une communauté fidèle, avide de connaissances et de divertissement. Mais c'est sur YouTube qu'il fait vraiment exploser les compteurs. Son documentaire sur la bataille de la Somme a d'ailleurs conquis des centaines de milliers de spectateurs en seulement quelques heures. Qui aurait cru qu'un jeune breton passerait de guide touristique à la Pointe du Raz à guide historique sur le web? Certainement pas Rivenzi lui-même. Ce dernier avoue même avoir découvert Twitch presque par hasard. Aujourd'hui, il jongle entre ses streams, ses vidéos YouTube et même quelques apparitions télé. Mais bien qu'il excelle dans la vulgarisation historique, il ne s'y cantonne pas pour autant. Jeux vidéo, cuisine, sport, son contenu est aussi varié que passionnant. Rivenzi incarne ces passeurs d'histoire nouvelle génération, parvenant à combiner avec brio la rigueur académique et les différents codes du web. Alors, si vous êtes prêt à remonter le temps pour en apprendre toujours plus sur les mystères de notre passé, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Allez, autre chose maintenant. En France, malgré une explosion des headtech ces dernières années, vous le savez, on en parle régulièrement sur ce plateau, leur développement reste limité parce qu'entre frein administratif, réticence du monde éducatif, manque de financement aussi, voilà autant de défis qui ralentissent leur passage à l'échelle. Alors justement, comment dépasser ces blocages? La France peut-elle aussi rattraper son retard international et s'imposer comme un leader européen, voire même mondial? C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas dans le secteur de la headtech. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk.
Et aujourd'hui, justement, à nos côtés pour en parler, Violette Némessani. Je rappelle que vous êtes directrice de projet de l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Et donc, vous avez, dans le cadre de cette association, publié un ouvrage absolument passionnant qui s'appelle « Le passage à l'échelle des entreprises EdTech, quelles conditions de réussite ?» C'est la question qu'on va se poser au cœur de cette émission, Violette, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux à se la poser. C'est vrai, Arwa, vous le voyez régulièrement quand vous venez en tant que chroniqueuse ici. Le secteur EdTech a connu, on l'a dit, une forte croissance ces dernières années, avec notamment le Covid. On va en parler dans un instant, vous avez raison. Malgré tout, ça reste quand même assez fragile. C'est ce qu'on voit aussi dans votre rapport, dans votre ouvrage. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de cette fragilité aujourd'hui en France ? Déjà, c'est un secteur qui est très jeune, qui s'est développé tardivement comparé à d'autres pays. Rien qu'en 2020, au moment du Covid, on a eu 55 entreprises qui ont été créées parce que tout le monde était enfermé chez soi et on voulait justement permettre à l'éducation de perdurer. Les familles ont cherché des moyens, des dispositifs innovants. Et donc, ce qu'on observe aussi avec les EdTech, c'est qu'elles sont... Donc, au total, il y a 540 entreprises en France. La majorité, 60%, sont des startups qui ont été... C'est plutôt des femmes qui ont créé ces startups. Et elles sont encore récentes et elles ont été portées par une bonne idée, une volonté d'améliorer les apprentissages, de transmettre des connaissances, des compétences. Et donc, du coup, il y a eu cette effervescence d'entreprises qui ont vu le jour. Et maintenant, il faut qu'elles perdurent, en fait, ces entreprises. Et elles ont besoin de financement, elles ont besoin d'un marché. Et il y a des acteurs qui les aident à se structurer, mais c'est quand même un secteur qui a besoin de se structurer encore. Et donc, c'est pour ça qu'il est fragile. Encore fragile, effectivement. Alors, malgré tout, il est dynamique. Et malgré tout, il n'y a pas encore de licorne française dans le secteur de la EdTech, alors qu'il y en a dans d'autres domaines. Est-ce que c'est un problème pour vous de modèle économique, de financement, de vision ? Si vous deviez en choisir un, même si je sais que ce n'est pas forcément évident, parce que généralement, c'est systémique. Mais... Oui, c'est ça. En fait, il y a différents freins. Déjà, il y a le problème des EdTech, c'est pour pénétrer le marché de l'éducation, le payeur, c'est pas l'utilisateur. Si on veut rentrer dans l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale qui va acheter les dispositifs pédagogiques innovants. Et là, c'est très complexe. Donc, il faut prouver l'efficacité de ces dispositifs. Donc, il y a tout un processus là aussi, et c'est pour ça que nous, à la NRT, une de nos recommandations, c'est de faire travailler les fondateurs de start-up d'EdTech, de les faire travailler avec des chercheurs dès le début, en fait, de la conception d'outils pédagogiques, parce que... juste pour restituer, la NRT, c'est l'Association nationale de recherche et de technologie qui existe depuis 70 ans. Et l'objectif, c'est de faire travailler les chercheurs du public et du privé ensemble. Et quand notre délégué général on a créé un groupe de travail autour de la pédagogie par le jeu, notre volonté, c'était déjà de faire travailler ensemble autour des dispositifs pédagogiques ludiques les chercheurs et les entreprises. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient mises en place. Et c'est vrai que dans le domaine des EdTech, si on introduit le travail collaboratif avec les chercheurs dès le début, on va pouvoir concevoir des outils pédagogiques numériques, ou pas forcément, mais là on parle du numérique, qui vont répondre aux besoins du terrain. Parce que lorsqu'on a une bonne idée, c'est super, mais peut-être que ça ne va pas répondre non plus aux besoins du terrain. C'est le risque. Et voilà, et pour lever les résistances aussi des enseignants qui ont leur méthode pédagogique et qui vont se dire mais moi j'ai pas besoin d'un outil pédagogique donc il faut soit les former pour leur montrer quels sont les avantages, les inconvénients. Vous en faites ce que vous voulez, puisque l'enseignant, de toute façon, il a sa liberté pédagogique. Mais en tout cas, il sait quels sont les dispositifs qui existent. Il sait quels outils il souhaiterait avoir. Et une des recommandations d'EdTech France qui accompagne les EdTech, c'est de permettre d'avoir un compte-ressources enseignant. Tout à fait. Qui va permettre aux enseignants d'acheter eux-mêmes les outils dont ils ont besoin. Ça évitera, par exemple, que l'éducation nationale achète pour l'ensemble de la France
qu'il y a un frein structurel là-dessus, parce que en fait, une fois que vous avez un dispositif pédagogique innovant qui a fait ses preuves, oui, grâce aussi aux chercheurs qui tout vont à fait, expérimenter les outils, si l'éducation nationale achète un outil qui a été labellisé, le problème, c'est comment est-ce qu'on va l'appliquer dans tous les établissements. Oui, qui sont tous différents, avec des pédagogies différentes. Parfois, des enseignants qui ne vont pas vouloir l'utiliser pour X ou Y raison, j'imagine. Et le matériel qui est différent. Aussi, tout à fait. Et aussi, selon les régions, Internet, c'est pas l'accès à Internet, ce n'est pas la même chose. Les systèmes d'exploitation non plus. Donc, c'est vraiment assez complexe. Et donc, si on permettait, par exemple, aux enseignants de pouvoir acheter eux-mêmes leurs outils, ça changerait tout. Voilà. Et ce serait dommage de se priver de ces outils pédagogiques, même pour l'éducation nationale, parce que c'est le seul moyen de démocratiser aussi l'accès à ces types de dispositifs. Bien sûr, ça ils nous le disent tous les jours, les acteurs du secteur EdTech qui sont à votre place, effectivement. Alors justement, ce contre-source dont vous nous parlez, Oriane Leroy, la directrice générale d'EdTech France, nous en parlait aussi récemment sur le plateau. Ça fait des années qu'on en entend parler aussi. Malgré tout, c'est toujours pas en place. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? L'argent. Mais toujours, on en revient toujours au même sujet. C'est les restrictions budgétaires. D'accord. Ok. Donc, c'est un problème presque de modèle économique. On va en parler dans la deuxième partie du talk dans un instant après la chronique d'Arroy. Mais la question qui se pose quelque part et à laquelle on revient toujours quand on parle d'éducation et de ce secteur EdTech, c'est le financement. Et d'ailleurs, les entreprises qui viennent aussi à votre place nous disent on a du mal à trouver un modèle économique, on a du mal à vivre. Quelque part, on a vécu une explosion après le Covid. Aujourd'hui, maintenant, il faut faire perdurer tout ça. Parce que malgré tout, il y a quand même en France un chiffre d'affaires estimé à 1,6 milliard d'euros. C'est quand même très beau et on peut le saluer. Cocorico, bravo la France. La EdTech pèse en France presque autant que la FinTech ou que la HealthTech. Pourtant, on en parle moins. En termes de communication, si on oublie quelque part le côté financier, pourquoi, selon vous, on en parle moins ? Parce qu'en fait, l'éducation, c'est le parent pauvre de la société ? Non, c'est parce que, en fait, pour les capital ventures qui vont aider les startups à grandir, c'est pas assez rentable. Il y a un retour sur investissement qui peut-être, de leur point de vue, ils estiment que c'est pas assez rentable. Et aujourd'hui aussi, on est confronté à une baisse des investisseurs générale. Donc du coup, c'est encore plus les EdTech qui prennent cher. Comme quoi, on en revient toujours à l'argent. Ça tombe bien, parce que l'argent, on va en parler dans la chronique d'Arroy. Mais avant, mesdames et messieurs, on va continuer dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est l'œil de Jean Martineau.
Voilà pour le Zaptec. Et on va passer maintenant à un autre sujet. On est toujours bien sûr sur le plateau, j'allais l'oublier, de l'École du Futur avec notre invitée Violette Némé-Sany, la directrice des projets de l'ANRT. Violette, juste avant de reprendre nos discussions, vous voyez, j'ai tellement envie de continuer que j'allais en oublier la chronique d'Arwa. Mais non, vous êtes là, elle a une idée derrière la tech, on l'écoute tout de suite. Et justement, on va continuer à parler finances, budget, économie. Vous avez compris, c'est le sujet des taxes. C'est aussi son sujet à elle, Arwa Chaouki, selon l'association Finansol. C'est comme ça que ça se prononce, hein, Finansol. Le montant de l'épargne solidaire a été multiplié par 5 en 10 ans, atteignant 24 milliards d'euros en 2023. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi consiste la finance solidaire ? La finance solidaire, c'est une des branches, en fait, de la finance responsable. Elle consiste à investir son épargne et à faire des investissements sur des projets à fort impact social. Ça peut être des initiatives pour l'emploi, de l'inclusion ou alors pour aider les personnes beaucoup plus fragiles. Alors, comment être sûr que son épargne finance réellement des projets solidaires ? Plusieurs institutions publiques, dont le ministère de la Transition écologique, ont créé des labels. Des labels justement qui permettent de garantir que son épargne et son investissement respectent bien les critères sociaux et environnementaux. Parmi les plus connus, il y a le label Finansol, le label ISR et le label Greenfin. Grâce à ces labels, les établissements financiers sont également soumis à une obligation de transparence et d'équité. Alors comment on fait concrètement si l'on souhaite se lancer pour investir justement, vous, moi, Violette, peut-être dans l'investissement solidaire ? Aujourd'hui, des banques et des plateformes spécialisées proposent d'investir son argent justement sur de belles initiatives. Vous avez comme exemple le crédit coopératif, la NEF, qui accorde des prêts uniquement aux entreprises à impact et qui ont des projets sociaux et environnementaux. Il y a aussi Green Got, qu'on ne présente plus, ou Goodvest, qui permettent d'investir sur des initiatives solidaires et écologiques. En choisissant ces acteurs, on s'assure que son argent finance des initiatives porteurs de sens, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez un exemple concret d'entreprise justement financée par la finance solidaire ? Mon coup de cœur, le Café Joyeux. Le Café, c'est pas vrai, ils ont été financés par... Tout à fait. Alors dites-nous tout. Exactement. Le Café Joyeux qui, grâce à une partie de ses investissements, a pu se développer, s'agrandir et être présent sur toute la France. Vous avez une vidéo qui va vous présenter quel est l'impact de ce type d'investissement. Regardez ça. Ainsi, notre mission est d'agir pour l'inclusion des personnes en situation de handicap par le travail, en milieu ordinaire dans nos cafés-restaurants, même salaire, mêmes conditions, mêmes droits que tout salarié, la formation professionnelle et la rencontre. En 2017, nous avons ouvert notre premier café-restaurant à Rennes. En 2018, nous avons créé notre propre gamme de café et de thé, dont 100% des bénéfices permettent l'emploi dans nos cafés-restaurants. 154 équipiers ont ainsi pu être recrutés grâce à vous et la mobilisation continue. L'intégralité de Café Joyeux est détenue par un organisme à but non lucratif et par définition sans actionnaire, ce qui fait de notre entreprise, depuis 2018, la marque de produits de grande consommation intégralement dédiée à l'emploi de personnes en situation de handicap 100% solidaire. Et ben voilà, la preuve, s'il en fallait encore, que notre épargne peut avoir un impact réel et positif sur la société. Un conseil peut-être pour celles et ceux qui veulent se lancer, investir, Arwa ? Oui, n'hésitez pas à être curieux. Renseignez-vous d'abord auprès de votre banque, parce que ce sont des fonds qui ne sont pas forcément toujours mis en avant. D'accord. Et puis, surtout aussi, n'hésitez pas à investir, même un tout petit peu, pour aider ces projets, pour les aider à avancer. Et puis, vérifiez les labels. Grâce à ces labels, on sait où va notre argent, comment il est utilisé. Il faudrait qu'on regarde si on ne peut pas investir dans la tech, parce qu'on comprend qu'il y a quand même un sujet de financement, un sujet de finance solidaire pour la tech. Si vous vous ennuyez ce week-end, Arwa, vous savez ce que vous pouvez faire, lancer une banque ou un projet pour financer la tech. Il y a encore un peu de boulot. Bon, merci beaucoup. Bravo, bien sûr, au Café Joyeux. On lance tout de suite la deuxième partie du talk ensemble. Toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie d'Arwa Chaouki, bien sûr, et puis de notre invitée Violette Némé-Sany, directrice de projet de l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Dans le cadre de cet ouvrage, le passage à l'échelle des entreprises EdTech, quelles conditions de réussite ? Oui, on continue à se poser la question parce qu'elle est importante, cet ouvrage qui propose une analyse très fine des enjeux et des défis auxquels sont confrontées les entreprises EdTech françaises. Alors, vous nous disiez en première partie du talk, juste avant, la chronique d'Arwa,
mois qu'il y avait 3 défis majeurs pour la EdTech. La structuration de l'écosystème, le financement, le recrutement aussi. 3 sacrés défis quand même. Parmi eux, donc on l'aura compris, c'est le thème de l'émission, le financement entre autres. Une grande partie des entreprises EdTech qui viennent nous voir sur le plateau nous disent que et c'est le cas, que leur modèle économique est du B2G, Business to Government, proposé par notamment la Banque des Territoires, avec qui elles sont nombreuses à être en partenariat. Est-ce que ça, c'est viable sur le long terme? Parce que ces derniers mois, notamment, on en a vu des ministres défiler au ministère de l'Éducation nationale, on en a vu des ministres du numérique aussi, des changements de politique complètement différentes sur l'adoption des EdTech ou pas dans les salles de classe. Est-ce que cette relation avec le gouvernement et cette dépendance économique, peut-être, elle est viable? Vous avez tout à fait raison de le soulever. En fait, l'État a investi beaucoup d'argent pour pallier justement le manque de financement des investisseurs privés. Oui. Et donc, du coup, ils ont lancé beaucoup d'appels à projets. Les entreprises EdTech répondent à ces appels à projets. Et c'est là que le piège se referme parce qu'en fait, elles deviennent extrêmement dépendantes de ces appels à projets. Elles n'ont plus le temps non plus, parce que répondre à ces appels à projets, c'est aussi chronophage. Bien sûr. Elles n'ont plus le temps après d'essayer d'aller sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on voit quand même les EdTech qui essayent de se diversifier. Elles sont à la fois sur le segment de l'enseignement, mais aussi de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Oui. Ça, c'est un tournant que EdTech France, avec la Banque du Territoire et EY et Parthenon, ont pu observer. Et ce qu'on voit aussi, nous, à la NRT, on est partenaire du projet Empirique, qui est lauréat de France 2030 en 10 ans. Et c'est un projet qui est porté par Aix-Marseille Université. Et l'objectif de ce magnifique projet, c'est d'améliorer les savoirs, les apprentissages fondamentaux. Dans ce cadre, nous, la NRT, on s'occupe du Creative Lab, qui vise à coproduire avec des responsables de EdTech, des enseignants et des chercheurs des outils pédagogiques. Et on a 10 ans pour faire développer et labelliser. La question du label est vraiment extrêmement importante. Des dispositifs qui ont prouvé leur efficacité. Et après ces 10 ans, se pose la question, il faut que ça devienne pérenne. En fait. Et c'est un véritable enjeu, effectivement, voilà, comment, une fois que le financement public est passé, obtenu. Comment faire pour... Nous, on essaie d'aider vraiment les dispositifs. Alors, pour l'instant, on a 2 projets qui, sur les 14 qui ont été sélectionnés depuis 2020, qui prouvent leur efficacité. Et là, l'objectif d'Empirique, c'est justement de labelliser, d'avoir des critères pour labelliser ces outils, pour donner une visibilité sur ces outils au ministère et après aussi aux parents. Prouver que ça marche. Et pour rassurer les parents, et rassurer les enseignants, et rassurer aussi les investisseurs. Tout ça, c'est systémique. Oui, bien sûr. Et effectivement, alors après, on peut se demander s'il y a vraiment un marché pour les EdTech. Quand je parle des EdTech et de cette question du marché, c'est surtout sur ce qu'on appelle le K-12, de la maternelle jusqu'à la fin du collège-lycée. Parce que dans la formation supérieure, elles sont nombreuses, parce que dans l'enseignement supérieur, elles sont nombreuses, et elles marchent plutôt bien. Elles viennent en tout cas sur ce plateau, mais dans le cas de Tribune et dans d'autres médias, nous dire que ça va, financièrement elles tiennent. Plus jeunes, c'est plus compliqué. On se heurte vraiment aux résistances par rapport aux écrans. En fait, les dispositifs pédagogiques, c'est pas une fin en soi. On va pas apprendre, on va pas remplacer un enseignant, on va pas apprendre toute la journée avec ça. Ça doit être limité dans le temps, encadré avec des méthodes pédagogiques. Les enseignants vont les utiliser pour améliorer tel type d'apprentissage, pour personnaliser les apprentissages. C'est un outil qui est précieux, puisque vous allez transmettre des savoirs de manière ludique souvent. Et puis, le public des apprenants, ils ont l'habitude d'avoir des outils numériques entre leurs mains. Donc, il y a une exigence aussi pour les fondateurs de EdTech de créer des dispositifs qui ont un design parce que les enfants, les apprenants sont vraiment des experts dans ce domaine. Et donc, il faut... C'est très dangereux.
Non, mais c'est vrai. Et donc, forcément, ça vient avec une exigence aussi, j'imagine, et une connaissance fine du secteur qu'on vient apporter. On a reçu là récemment dans l'émission les repreneurs d'Adibou, qui ne sont autres que les enfants des fondateurs, et qui ont donné un nouveau souffle en trouvant aussi un autre business model. Adibou, qui est bien sûr ce jeu que vous connaissez bien, éducatif, pédagogique et ludique. Et tous, de plus en plus, nous disent la clé, c'est d'apprendre par le jeu aussi. C'est de trouver une autre manière d'apprendre. Quelque part, la salle de classe d'il y a 100 ans, quand on la compare à la salle de classe d'aujourd'hui, à part un tableau interactif dans sa structure, elle n'a pas vraiment changé. En revanche, dans les méthodes d'enseignement, avec l'arrivée, vous en parliez tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, avec l'essor du numérique depuis le Covid, nombreuses ont été les choses qui ont changé. Votre ouvrage, je rappelle son nom, Le passage à l'échelle des entreprises EdTech, quelles conditions de réussite, met aussi en avant une certaine méfiance de l'éducation nationale envers les entreprises EdTech. Ça aussi, ils nous le disent tous. Oui, parce que... Ça va pas mieux, ça. Hein. Bah non. On considère l'entreprise comme l'ennemi du secteur public. Et une des missions aussi... En fait, l'ANRT, pour en revenir aussi à cette question du plaisir et du jeu, une des questions que notre déléguée générale, lorsqu'elle a lancé le groupe de travail sur la pédagogie par le jeu à la NRT, c'était vraiment pour valoriser ces nouvelles méthodes d'apprentissage, parce que justement, en mettant du plaisir, on rend les savoirs plus attractifs et on a envie de faire beaucoup plus... Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Je suis bien d'accord. Il y a un autre sujet, c'est le manque d'équipement informatique dans les établissements scolaires. Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, mais sur tout le territoire, tout le monde n'est pas équipé de la même manière et avec les mêmes outils. Parfois, il n'y a même pas de Wi-Fi. On en a parlé aussi avec vous dans certains établissements. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, c'est un sujet national, mais qui devrait, parce qu'on parle du secteur privé, on parle des tech, mais quelque part, les liens avec l'éducation nationale, on est obligé de les faire à chaque fois. S'il n'y a pas l'éducation nationale derrière qui soutient ces entreprises et qui soutient le numérique, au-delà des entreprises, le numérique, le Wi-Fi, l'intelligence artificielle dans ces écoles, on ne va pas aller très loin. Non, il y a l'importance aussi des chefs d'établissement. En fait, on s'est rendu compte aussi que souvent, c'est les enseignants, ils concevaient eux-mêmes leurs propres outils pédagogiques. Après, certains transforment en EdTech. Mais s'ils ne sont pas soutenus déjà au premier niveau par leur direction, déjà, il y a un premier frein. Alors après, il y a tout l'écosystème qu'il faut convaincre et après, les établissements sont tous inégaux. Certains sont très très bien équipés, d'autres pas du tout. Et c'est un vrai problème même pour les fondateurs de EdTech parce que comment faire pour adapter chaque outil aux caractéristiques propres de chaque établissement, c'est un vrai frein et ça coûte cher en fait d'adapter. Exactement. Alors peut-être que l'intelligence artificielle viendra les aider, on leur souhaite, on l'espère en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail à faire à la fois pour l'éducation nationale et pour ces entreprises. J'aurais encore 12 questions à vous poser, Violette, mais on me dit qu'il faut que je rende l'antenne, notamment quel pays pourrait être des modèles pour la France, parce que peut-être qu'on peut s'inspirer de l'étranger. Dans 10 ans, à quoi ressemble selon vous l'école du futur? Pas cette émission, on souhaite qu'elle soit là encore pendant 10 ans, mais on va devoir s'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est que vous reveniez. Avec plaisir. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Excellent. C'est vrai? Bon, je suis ravie. Trop sympa. Elle s'appelle Violette Nemessani, directrice de projet de l'ANRT. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui, c'était très chouette. Merci à vous, Aroa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr, et d'être aussi fidèles. On se retrouve dès demain, toujours à 12h30 dans l'école du futur sur School TV. Merci à Dylan Kohler d'avoir produit cette émission, à la régie d'avoir été derrière moi, toujours. Et je vous embrasse. À demain.